C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui s'enrichissent en France. Oh, allez, petite torpille, attention, qu'est-ce qu'il va dire? Allez, on va avoir encore une belle leçon d'économie de notre Coquerel. Comment dilapider l'argent des Français en 7 leçons. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que ça va être instructif parce qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Compliqué de faire des économies, de réduire les dépenses publiques en France? Ah bah oui, parce que les dépenses publiques se réduisent depuis maintenant 2017 par rapport au PIB. Alors, dire que les dépenses publiques baissent parce qu'elles représentent moins de PIB, c'est un peu comme dire qu'un gâteau est plus petit parce qu'on met une assiette plus grande. Donc en fait, il se plante, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. La part des dépenses publiques dans le PIB peut diminuer si le PIB augmente, mais ça signifie pas que les dépenses elles-mêmes baissent. En réalité, elles augmentent presque chaque année en valeur absolue. Donc il se plante, ça ne veut pas dire que les dépenses publiques baissent. Et d'ailleurs, réduire la proportion des dépenses publiques dans l'économie, ça libère quand même des ressources du côté du secteur privé, ce qui est quand même le moteur principal de croissance et de la création d'emplois. Et puis, en même temps, même si on parle un petit peu d'impôts, si le privé augmente ses performances et sa richesse, ça augmente indirectement les impôts de l'État. Donc, réduire les dépenses publiques, indirectement, améliore le secteur privé. Mais ça, il peut pas le savoir, parce qu'en fin de compte, il a jamais créé de richesse dans sa vie. Et que les dépenses publiques baissent. Et le problème, c'est que les recettes baissent. Donc oui, c'est compliqué parce qu'on touche à l'os. Quand on baisse les dépenses publiques, après, par exemple, on se retrouve avec des manques de moyens pour aller aider, par exemple, Mayotte. Autre chose à ce point-là sur Mayotte, c'est le gouvernement qui était responsable, puisque le gouvernement est là pour ponctionner les créateurs de richesse en France, c'est-à-dire les entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent et qui payent des impôts, de telle sorte à gérer l'argent des Français pour mieux le répartir sur toute la France. Et s'il y a autant de bidonvilles à Mayotte qui s'est fait complètement défoncé par la dernière catastrophe, c'est à cause du gouvernement, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer l'économie du pays correctement. Il faut quand même remettre les choses dans son contexte, c'est l'État et l'État seul qui est responsable de la catastrophe qu'il y a à Mayotte aujourd'hui. Ce n'est pas l'économie, les méchantes personnes qui créent de la richesse en France. Non, c'est toi mon petit Coquerel qui profite de l'argent des Français et qui essaye de nous instruire sur l'économie que tu imagines dans ton pays des bisounours. C'est concret. Quand on baisse les dépenses publiques, eh bien, on se retrouve avec moins de soignants à l'hôpital. Quand on baisse les dépenses publiques, on se retrouve avec trop d'élèves dans chaque classe, etc., etc. Alors, encore une chose qui est complètement fausse. Le problème n'est pas de combien on dépense, mais comment on dépense. Trop de ressources sont gaspillées aujourd'hui dans toute la bureaucratie. Que ce soit, alors là, il va parler des écoles, il va parler des hôpitaux, mais dans un hôpital, il me semble, si je me rappelle bien de quelques derniers chiffres qu'il y a eu dernièrement, il y a 30% de bureaucratie. Des personnes qui ne sont que dans des bureaux à gérer des dossiers. Donc dans ces 30% et à l'ère où l'intelligence artificielle est quand même en train de s'implanter largement, on doit pouvoir quand même essayer de virer une partie de ces 30% de bureaucrates qui ne servent pas tous à quelque chose de façon efficace. Et je vais même te donner un autre exemple. Aujourd'hui, dans ta cotisation salariale, quand tu cotises 1 euro pour la sécurité sociale, eh bien tu n'as que 27 centimes qui sont reversés pour le trou de la sécurité sociale. Simplement pour le combler, tu vois, cet argent-là. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des rapports de l'URSSAF qui ont été émis, mais entre les 1 euro et les 27 centimes restants, eh bien tu te retrouves avec une couche de bureaucratie complètement en mode millefeuille, où tu vas avoir en fin de compte chaque personne qui va se gérer un tout petit cas bien spécifique, bien particulier, une petite problématique de dossier, qui fait que tes 1 euro se font grappiller, se font dévorer par une mauvaise gestion administrative de l'argent au niveau de l'État. Donc ça c'est un autre exemple justement où il faut réduire les dépenses publiques, mais ça ne peut pas forcément amener à une dégradation des services publics, parce que tu as une partie du service public qui aujourd'hui ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, dans plein d'autres secteurs, on peut prendre l'éducation, ou même les transports par exemple, le privé a souvent prouvé qu'il pouvait offrir des services bien meilleurs, enfin de bien meilleure qualité, et à moindre coût. Donc si tu commences à supprimer une partie de la fonction publique qui ne sert à rien et que tu redistribues justement cet argent-là dans la richesse du pays et dans des entreprises privées, eh bien tu vas te retrouver à encourager justement des partenariats entre le public et le privé, et tu vas te retrouver avec quelque chose de beaucoup plus compétitif, de beaucoup plus efficace et moins coûteux pour l'État ou pour la collectivité. Mais pour ça encore, il faudrait avoir créé une entreprise ou peut-être avoir travaillé dans le secteur privé pour pouvoir connaître ça.
Donc voilà le problème que nous avons. Et c'est pareil pour les collectivités à qui on demande de faire des efforts et en même temps, on leur demande d'investir pour l'écologie. Donc, alors non, on ne demande pas d'investir pour l'écologie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écologie en France, c'est de l'éco-punition. Ce n'est rien d'autre que je taxe pour essayer de mettre des pastilles à droite et à gauche. Je taxe pour essayer d'effacer l'empreinte carbone. On le sait tous, une bonne taxe carbone, ça efface l'impact carbone d'un avion. C'est prouvé par A plus B. Et cette taxe, elle est complètement injuste, compte tenu du fait que ce ne sont pas les groupes pétroliers ou d'autres grosses sociétés comme celle-ci qui sont impactés par cette taxe-là. Ce sont les personnes qui sont les consommateurs. Et les consommateurs, qui c'est les Français. Donc leur seule raison dans l'écologie aujourd'hui, c'est de se dégager une recette fiscale supplémentaire pour taxer toujours plus les Français, de telle sorte à s'en mettre toujours plus dans les poches. Et tu vas te retrouver avec exactement la même problématique que dans les services publics. Tu as ton portefeuille administratif, ton millefeuille administratif qui est complètement béant parce que les mecs ne connaissent strictement rien à l'écologie et ne proposeront jamais aucune bonne solution pour l'écologie, pour la France. Je crois que la solution n'est pas de continuer. Alors moi j'ai un adage qui est très simple, c'est croire, c'est pas savoir. Si tu crois, tu ne sais pas. Donc ça veut dire que comme tu crois, mon petit Coquerel, tu ne sais strictement rien à l'économie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut dire les choses très clairement. Amaigrir l'État, amaigrir les services publics, amaigrir la dépense publique qui est aussi une recette pour l'économie. Je pense qu'il faut aller, je vous dis, chercher l'argent là où il a été emmagasiné à hauteur de centaines de milliards depuis 2017. On va taper sur les riches. Attention, on va taper sur les riches. Efficace. Et l'État, il est... Et là, il peut pas dire que l'État est efficace, compte tenu du fait qu'on le sait tous, l'État n'est pas efficace. On a de plus en plus de ponctionnaires, comme par exemple Coquerel, on a de plus en plus d'administration, et on a des services de moins bonne qualité. Donc non, l'État ne peut pas être efficace. C'est pas vrai, l'État est efficace. Par exemple, est-ce que vous savez... le mensonge de Coquerel, c'est fou. Par exemple, est-ce que vous savez que la sécurité sociale, en termes de gestion, coûte moins cher, par exemple, que les assurances privées aux États-Unis? Les comparaisons ont été faites. Donc moi... Sur d'où ces comparaisons, la sécurité sociale coûte moins cher que les assurances privées aux États-Unis. Le coût réel, en fin de compte, de la sécurité sociale aujourd'hui en France, le coût réel est masqué par les prélèvements obligatoires. Ce n'est pas parce qu'elle coûte moins cher qu'elle est forcément mieux gérée. Et encore une fois, je t'ai donné la preuve au début de cette vidéo, sur 1 euro que tu es ponctionné sur ton salaire, tu n'as que 27 centimes qui va dans le trou de la sécurité sociale. Et je te dis pas encore que derrière, t'es remboursé ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour combler ce trou-là. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que avec le prélèvement obligatoire, eh bien, ce qui se cache derrière, c'est encore une fois un problème d'administration, avec une quantité de personnes qui ont des dossiers à gérer plus ou moins complexes, et on se refile le petit bébé de bureau en bureau. D'un côté, on se dit « Ah non, celui-là, je le connais pas, je vais le donner à Jacqueline. » Et puis Jacqueline va prendre le dossier en cours, elle dit « Ah bah non, en fin de compte, c'est la stagiaire qui va le prendre, etc. etc. » Et donc, tu vas te retrouver en fin de compte avec un dossier qui va aller à droite et à gauche, et tout ce temps consacré à ce dossier-là, c'est de l'argent qui est ponctionné sur ta cotisation de sécurité sociale. Donc tu vas te retrouver en fin de compte avec quelque chose qui est extrêmement difficile à estimer d'un point de vue économique. Et bien évidemment, on peut pas se permettre de comparer en France, on n'a pas d'alternative qu'il y a en face. Alors que si aujourd'hui, on disait aux citoyens, je te donne 2 possibilités. La première possibilité, c'est que tu continues à financer un service moisi de sécurité sociale en France, et tu continues à te faire prélever sur ton salaire, et tu as la deuxième solution. La deuxième solution, c'est que l'argent que tu aurais dû être prélevé sur ton salaire, c'est toi qui choisis dans quelle compagnie privée tu vas mettre ton argent. Et je peux te dire que derrière, ça va avoir des impacts quand même assez remarquables, parce qu'on va faire naître de nouvelles entreprises spécialisées dans la sécurité sociale, et je peux te dire qu'une entreprise, son objectif, c'est d'être rentable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, elle va vouloir créer de la valeur, de la richesse, et cette richesse-là, elle va profiter à absolument tout le monde. Tout le monde en termes de services pour te rembourser tes soins de santé, parce que tu vas choisir quelque chose qui te correspond au mieux. Tu peux très bien être sportif, tu peux très bien prendre soin de toi et payer moins cher qu'une personne qui fume 4 paquets de clopes par jour ou qui va au McDo 5 fois par semaine. Eh bien, on va avoir des solutions qui vont être adaptées à chacune des personnes. Et ces entreprises-là vont créer des gens qui vont être spécialistes dans leur domaine de sécurité sociale, et en même temps vont faire jouer la concurrence derrière. La concurrence auprès de qui? Auprès des services hospitaliers, puisqu'ils vont devoir créer des partenariats de telle sorte à pouvoir mieux rembourser les soins des personnes qui sont assurées chez elles. Et tu vois que là, en fin de compte, on va se retrouver
avec beaucoup plus de création de valeur que simplement en utilisant un système de sécurité sociale complètement opaque aujourd'hui, prélevé directement sur ton salaire et dont tu ne sais pas si un jour tu reverras ta thune. L'objectif, c'est de dire qu'il faut toujours moins de dépenses publiques, il faut moins de services publics pour faire notamment en sorte qu'une partie d'entre eux soit privatisée, que les gens qui ont les moyens puissent aller justement... Mais c'est pas une question de moyens, c'est une question de retransformation du système que l'on a en France. Si aujourd'hui tu n'imposes plus le prélèvement obligatoire sur le salaire et que tu redistribues ça aux salariés à la fin, imaginons par exemple que tu payes, 45 € de sécu sur ton salaire, et bien ces 45 €, on te les reverse directement dans ton salaire et c'est à toi d'aller chercher l'entreprise privée qui va te couvrir au mieux en fonction de tes besoins. Et là pour le coup, il n'y a pas de problème de baisse de dépenses ou quoi que ce soit, non, c'est de la redistribution et c'est de la responsabilisation du français. Se les payer. Bon, moi, c'est pas mon style de société. Je pense que c'est... Maintenant, toi, tu préfères une société bisounours où tu es continué à être grassement payé par les Français en les ponctionnant toujours plus, en leur demandant toujours plus d'argent, de telle sorte à te gaver au max. C'est ça, ta société. C'est pas par là qu'il faut partir. Il faut partir par le fait de reprendre, encore une fois, mais c'est important. Est-ce que vous savez que les 500 plus grandes... on va taper sur les riches. Je l'avais dit qu'on allait taper sur les riches à un moment ou à un autre. Vous savez que les 500 plus grandes richesses de ce pays, je suis sûr que vos auditeurs le savent pas, les 500 plus grandes richesses de ce pays, elles ont vu leur part dans le patrimoine doubler depuis 2017. Elles avaient 20% du patrimoine national, aujourd'hui elles ont 42% du PIB. Comparer le patrimoine, il fallait tirer quand même le truc, comparer le patrimoine et le PIB, c'est comme comparer par exemple des pommes avec des oranges. Les grandes fortunes reflètent des décennies d'accumulation, d'innovation, de tout ce que tu veux, d'accord ? Le patrimoine, c'est un stock qui est cumulé sur des années, il ne peut être comparé au PIB qui est un flux annuel de production, tu vois ? Enfin, je veux dire que une maison, tu la payes sur 10, 20, 25, 30 ans. Donc ça voudrait dire qu'il essaie de comparer la valeur de ta maison par rapport à la valeur du PIB qui, lui, est calculé en fonction de la production de l'année. Donc ça ne veut absolument rien dire ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. C'est ça qui est impressionnant. Dans une économie libre, la concentration de la richesse reflète souvent la réussite des personnes derrière. Et ça, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'il faut encourager. Il faut encourager plus d'entrepreneurs et plus de PME, par exemple, à croître pour élargir la base de la croissance et de la fortune. Et cette fortune-là, à qui est-ce qu'elle va profiter ? Elle va profiter à la société. Si on parle du côté des impôts, les impôts, faut les bazarder, il faut les niquer, il faut les dégager en France. Mais même si on reprend le modèle que l'on a actuellement, si tu encourages la croissance des fortunes en France, si tu encourages la croissance des entreprises en France, tu te retrouves avec une recette fiscale qui est bien évidemment beaucoup plus importante. C'est même c'est une logique implacable. Tu peux pas dire le contraire de ça. Donc, c'est cela qu'il faut aller chercher et ça nous permettra de baisser le déficit et d'investir. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui s'enrichissent. C'est ce qu'on avait proposé d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui s'enrichissent en France. Oh, allez, petite torpille. Attention, qu'est-ce qu'il va dire ? Qui paye des impôts et qui fasse tourner l'économie. Heureusement qu'il y a des grandes fortunes. Oui, mais justement, il en faudrait plus. Ah oui, mais justement, j'ai pas de réponse. Ah oui, il en faut plus. Il faut plus de richesse en France. Il faut plus de personnes qui gagnent de la grosse thune en France. C'est ça qui est important. C'est la thune. S'enrichir. Prenons ce que vous venez de dire. 174 milliards de ce pays, est-ce que vous savez qu'ils payent moins de 2% d'impôts sur le revenu ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'est une étude IPP Bercy, c'est moins de 2%. Est-ce que vos auditeurs trouvent normal, notamment par exemple ceux, on va dire, qui sont assujettis aux plus hautes tranches du revenu ? Tu crois que le mec, il est en train de se dire en face, il raconte n'importe quoi. Les milliardaires payent moins de 2% d'impôts. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que même les chiffres sont plus en baisse encore. Mais ils payent 2% d'impôts de quoi au juste ? Parce que c'est là où il faut être précis. Ils payent 2% d'impôts sur leur patrimoine. Et concrètement, si aujourd'hui, par exemple, je sais pas, t'es imposé sur 40 000 € de salaire à l'année, tu vas être imposé à hauteur, alors je vais dire des chiffres complètement cons, mais c'est pour te donner une proportion du ridicule qu'il est en train d'avancer ici. Tu payes ton revenu, donc sur tes 40 000 €, tu vas payer 10%. 10% sur ton revenu, d'accord ? Lui, ce qu'il est en train de te dire, qu'il ne paye que 2% effectivement sur leur patrimoine. Ça veut dire revenus, immobilier, entreprise et tout ce qui va bien. Donc si tu fais
la même chose en rapport par rapport à toi. Tu as acheté une maison qui vaut, je sais pas, 200 000 euros, tu as ton revenu de 40 000 euros, et bien si tu réduis en fin de compte, enfin si tu fais le calcul d'imposition de ton revenu par rapport à tout ça, bah effectivement, t'es plus à 10%, t'es à peut-être 2%, peut-être 1%, je sais pas. Donc au final, dire que les riches payent que 2% d'imposition, c'est complètement faux. Si tu vois par rapport à leurs revenus, si tu vois par rapport aux différentes taxes et diverses choses qu'ils payent à droite à gauche, les riches payent déjà une part complètement disproportionnée par rapport à tous les Français. Je crois que les riches, c'est 45% des recettes fiscales de l'État. Donc autant dire que ce mec-là raconte absolument n'importe quoi dans chacun des propos. J'ai pas trouvé un truc intelligent qu'il a dit jusqu'à maintenant. Et augmenter la fiscalité, c'est les décourager à investir, c'est les décourager et c'est les encourager d'ailleurs à pousser à l'exil fiscal. Et bien évidemment, quand tu pousses ces mecs-là, parce que il faut bien comprendre un truc, c'est que on va l'écouter un petit peu jusqu'au bout, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que si aujourd'hui les riches ont une liberté que toi tu ne peux pas avoir, c'est que eux, ils sont indépendants financièrement. Si l'État leur casse les noix, eh bien ils peuvent se barrer. Toi aujourd'hui, t'es peut-être prisonnier de ton chômage, t'es peut-être prisonnier de ton salaire qui est mal payé, t'es peut-être prisonnier de ton RSA, et tu te dis que bah voilà, t'as pas d'autre choix, t'as pas d'autre choix possible. Sauf que les riches, ils ont le choix parce qu'ils créent de la richesse, parce qu'ils créent de la valeur. Et c'est grâce à cette création de valeur qui leur permet d'obtenir cette liberté financière, qui leur permettent d'aller voir ailleurs si on vient leur casser les noix. Et c'est ce que tu dois mettre en place, toi, de ton côté. Faut pas attendre que l'État vienne te sauver, il faut que tu te sauves de l'État. C'est ça qu'il faut que tu penses et que tu te mettes dans la tête. Que des gens payent moins de 2% alors qu'ils sont milliardaires dans ce pays. Non, c'est absolument anormal. Donc c'est là-dessus qu'il faut rétablir une égalité à la fois fiscale, mais en même temps aller chercher. C'est pas une égalité fiscale, c'est du matraquage fiscal. Ce qui parle d'égalité, c'est de voler de l'argent à des personnes qui créent de la richesse, d'accord, qui créent des entreprises, qui payent des impôts, c'est de leur voler leur argent pour les redistribuer à des assistés au gouvernement, des assistés comme cette personne-là, des assistés comme Manon Aubry, des assistés comme Emmanuel Macron, des assistés comme n'importe quel autre parti politique que l'on peut avoir aujourd'hui. Ces gens-là ne sont là que pour ponctionner les Français, de sorte à s'en foutre toujours plein les poches. Et je te rappelle encore une fois que en début d'année, tous les députés ont augmenté leur enveloppe budgétaire mensuelle de 300 € supplémentaires et les sénateurs 700 €. Faudra m'expliquer comment est-ce que tu peux augmenter de 300 € ton budget mensuel, toi, en tant que Français lambda. Ils ne sont là que pour ponctionner les Français et les ponctionner toujours plus pour se mettre bien. C'est ça ce qu'il appelle de la justice fiscale ou de l'égalité fiscale. Chez les moyens, parce que ces gens-là, c'est peut-être pas complètement normal qu'ils aient vu leur fortune passer en gros de 600 milliards à 1100 milliards. Enfin, leur patrimoine. Eh bien si, c'est complètement normal. Et pourquoi est-ce que c'est normal ? Parce que ces gens-là ont décidé de se bouger les fesses. Et je te le montre tous les jours, on est en train de créer une chaîne YouTube ici. Tu peux même t'abonner, comme ça du coup tu verras sa progression, où on a des statistiques qui sont en train d'exploser. On a passé la barre des 1000 abonnés en même pas l'espace d'un mois. On a fait plus de 1000 abonnés en l'espace d'un mois. Et tu peux regarder d'ailleurs sur les 90 derniers jours, on a plus de 1000 abonnés. Donc sur les 90 derniers jours, on a plus de 5000 heures de visionnage sur les 90 derniers jours, on a fait plus de 300 000 vues sur les 90 derniers jours. Et si tu regardes, on a des performances qui sont à plus de 900% à chaque fois. Et ce qu'on est en train de faire, et ce que je te montre sur cette chaîne-là, c'est que tu peux être rémunéré à t'exprimer. Tu peux être payé par les réseaux sociaux à partager ta passion. Moi, je partage ma passion dans le domaine de la politique économique, mais tu pourrais parler d'écologie, de mécanique, de bricolage, de couture, de danse, de ce que tu veux, et tu as des milliers de personnes qui le font. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Bah, c'est très simple, tu as juste des petites étapes à atteindre. Notamment ici, mon objectif principal, c'est avant la fin de l'année 2024, c'est d'avoir fait mes 1000 abonnés, bon ça c'est déjà fait, mais de faire mes 4000 heures de vues pour décrocher la monétisation sur cette chaîne et te montrer, te motiver que c'est tout à fait faisable. Et pourquoi est-ce que c'est faisable ? Parce que si tu utilises une passion qui t'intéresse, et on a tous une passion, ça peut être les livres, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être ce que tu veux, si tu utilises une passion, tu vas persévérer. Et la magie de YouTube, c'est que plus tu persévères,
plus ton revenu va être croissant. C'est comme planter une graine aujourd'hui et en cultiver les fruits dans 2 ou 3 mois. Tu crées ta vidéo aujourd'hui et dans 2-3 mois, tu seras rémunéré sur le fruit du travail de cette vidéo. Alors au début, c'est peut-être pas facile de créer une vidéo, c'est peut-être impressionnant, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait une playlist sur cette chaîne-là, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes, comme ça en plus, YouTube te proposera et te poussera mes contenus au fur et à mesure, et j'ai fait une playlist, c'est monétiser ces contenus, où dedans, tu vas retrouver des tutoriels, notamment un tutoriel sur comment est-ce que j'ai pu mettre en place 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube sans effort, comment est-ce que tu peux devenir un vrai youtubeur comme Louis Boyard, ou encore je t'apporterai aussi d'autres contenus qui te permettront d'avoir les nouvelles fonctionnalités de YouTube pour te montrer comment est-ce que tu peux optimiser en fin de compte la puissance de YouTube dans ta monétisation de contenu. Et pourquoi est-ce que je suis aussi convaincu que ça peut marcher? Tout simplement parce que j'ai aussi une autre chaîne YouTube qui aujourd'hui me rapporte déjà de l'argent sans avoir à faire plus d'efforts que ça. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.